Moi, j'ai souvent constaté ça, que la soi-disant cancel culture que notre camp, on va dire notre famille au sens large, pratiquerait, en fait, ce sont nos adversaires qui la pratiquent, en effaçant notamment un acteur majeur, le peuple, les mouvements populaires. Ceux qui ne parlent jamais des femmes, ceux qui parlent jamais des Noirs, par exemple, alors qu'ils font depuis des siècles, c'est notre histoire, c'est une partie évidente de notre peuple. Ne laissons pas Jeanne à ses bourreaux, parce que c'est pas si simple, parce que c'est pas vrai que c'est les nationalistes, une lecture d'une spiritualité extrêmement conservatrice. Et je trouve ça intéressant, le caractère LGBT queer dans le personnage. Et moi, je pense que l'apaisement et la paix, parce que c'est ça le but, ça passera par le fait de se transmettre une histoire qui n'oublie personne, qui rétablit et qui évidemment transmet les zones d'ombre. Ok, bon, c'est parti. C'est bon? Salut Alexis. Bonjour Adrien, ça va? Ça va très bien, et toi? Oui. Bienvenue déjà à la cité Joannique. Pourquoi c'est important pour toi d'être ici pour parler de Jeanne d'Arc ce soir? Écoute, je suis invité à un débat sur Jeanne d'Arc. Moi, ce qui m'intéresse, bon, vous le savez, tu le sais si on se tutoie, on va se tutoyer. Je suis actuellement député, mais j'ai été prof d'histoire pendant 20 ans. Je le serai sans doute peut-être après avoir été député. Et je pense que les batailles culturelles ont leur importance en politique. Et souvent, les victoires culturelles, les victoires idéologiques précèdent les victoires électorales. Donc, il faut faire attention à ce que, bien sûr, il y a les combats sociaux à mener, les combats démocratiques, les combats écologiques, on les mène. Mais il ne faut pas laisser ce que j'appelle nos adversaires, souvent l'extrême droite aujourd'hui, mettre la main sur le récit national et nous proposer une histoire de France qui est, je veux dire les choses, assez matérialisée par le Puy du Fou, Philippe de Villiers, ou ce nombre de programmes à la télévision du service public, qui sont très sympathiques en apparence, mais qui nous transmettent une histoire de France très marquée par les têtes couronnées, etc. Donc moi, ce que je veux, et chaque fois qu'il y a un débat qui m'est proposé, j'aime bien, alors j'ai beaucoup travaillé surtout sur la Révolution française, mais le mythe de Jeanne d'Arc, c'est intéressant, parce que c'est un mythe. Enfin, c'est un personnage historique déjà qui a existé, c'est pas une invention, elle a existé indiscutablement, elle a joué un rôle important, elle est fascinante parce qu'on a des sources, il y a encore des zones d'ombre, donc tout ça est passionnant, mais il y a quelque chose aujourd'hui qui a pris une dimension dans l'histoire de France, en particulier depuis la fin du 19e siècle, qui a deux lectures, on va dire, pour faire simple. C'est-à-dire qu'il y a une première lecture qui est donnée par un personnage, un historien, on va dire républicain, qui s'appelle Jules Michelet, qui après des siècles où Jeanne d'Arc est un peu oubliée, va redonner dans une grande histoire de France qu'il écrit une dimension de Jeanne d'Arc qui est en quelque sorte la fille du peuple, qui permet de défendre la souveraineté du pays, même quand les élites ont failli, en quelque sorte. Donc c'est pas seulement l'aristocratie, les têtes couronnées qui défendent le pays, ça peut être le peuple, on voit l'idée qu'il y a derrière. Et puis elle est victime aussi d'un procès organisé par l'Église, qui est une espèce de procès d'inquisition, et on voit bien aussi le message dans ce 19e siècle où il y a une confrontation avec l'Église catholique, que c'est un message de proto-laïcité, c'est-à-dire de rupture entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. Bon, donc là, c'est intéressant. Et puis, puisqu'on est à Orléans, il y a un autre personnage très important, c'est Monseigneur Dupont-Loup, qui est l'évêque d'Orléans, et qui, lui, en réaction à ça, à partir de 1854, va faire ce qu'on appelle des panégyriques, c'est-à-dire des mémoires très importants, pour convaincre le Vatican de la béatifier, puis de la canoniser, pour en faire une sainte Jeanne, et pour éviter qu'il y ait cette dimension populaire qui l'emporte. Donc c'est passionnant, parce qu'il y a un petit moteur, là, explosion entre deux personnalités, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une double lecture dans l'histoire de France, souvent de Jeanne d'Arc. Il y a cette dimension d'un personnage qui défend le pays, le peuple en action, et puis il y a la dimension, si elle le fait, c'est parce que y a la puissance divine qui l'a touché. Salut! Si cette vidéo te plaît, tu peux t'abonner à Info Gaucho en appuyant sur le gros bouton s'abonner, ou encore en laissant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Info Gaucho, c'est aussi sur les réseaux sociaux, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et on a aussi une cagnotte si tu souhaites nous soutenir vraiment à 100%. On te remercie. Et moi, ça m'intéresse parce que c'est un mythe, et que ça m'intéresse de réfléchir sur les mythes, pour pas les laisser, en quelque sorte, se raccornir autour seulement d'une lecture, comme on voit un peu aujourd'hui. Nationaliste Bah oui, c'est-à-dire qu'on voit bien, en plus là, on est dans une époque où toi et moi, pour nous, Jeanne d'Arc, on est à un âge, je suis un petit peu plus âgé que toi, mais tout de même, c'est les grandes manifestations du Front National, Jean-Marie Le Pen, en particulier le 1er mai. Et on a l'impression que c'est un truc de facho, pur jus, puis on s'en fout, on y touche abandonne, pas. on abandonne Jeanne voilà. d'Arc. Eh ben moi je dis, ne laissons pas Jeanne à ses bourreaux, parce que c'est pas si simple, parce que c'est pas vrai que c'est les nationalistes, ceux qui veulent une lecture d'une spiritualité extrêmement conservatrice. Les royalistes aussi, voilà, les royalistes, on a des fachos assez ancrés. Voilà. Ben moi je crois pas que, je pense qu'on peut avoir, alors j'utilise le mot pour rigoler, on peut troller quoi, le personnage de Jeanne d'Arc, mais lui donner une autre dimension. Et là, ce soir, je me suis amusé
en pointer quelques-unes. Celui de la force de la jeunesse contre l'ordre établi, c'est ça aussi Jeanne d'Arc, elle a 17, 18, 19 ans. Celui de quelqu'un qui tient tête à l'institution catholique, à ce procès d'inquisition. Celle aussi qui est confrontée à une espèce de procès politique pour l'effacer. On voit bien que par rapport à des moments des procès politiques qui correspondent souvent au régime totalitaire. Il y a aussi le fait que elle est fille du peuple, même si elle est fille de laboureur, elle n'est pas complètement totalement modeste, et que le peuple peut être un moteur de l'histoire, ça c'est intéressant. Et puis, bon, c'est une combattante, ce qui montre que par moments aussi, le combat politique, l'action, permet de bouleverser l'ordre établi. Enfin, il y a plusieurs lectures, et puis il y a aussi, je me suis amusé à rappeler ça ce soir, après tout, c'est une femme, une pucelle paraît-il, sans doute parce qu'elle n'a pas de compagnon homme, et je vois bien qu'il y a un mythe, moi je le trouve amusant, et on va dire que j'en rajoute, mais je trouve ça intéressant, le caractère LGBT queer dans le personnage, parce qu'elle voilà, parce qu'elle est condamnée pour relapse en 1431, parce qu'elle a abjuré une première fois, etc. Elle va revenir sur ses déclarations, et surtout elle remet un costume d'homme. Donc c'est un personnage féminin, assassiné, brûlé, parce qu'elle porte une tenue masculine, et elle refuse la case, dans quelque sorte, dans laquelle on veut l'enfermer. Moi, je trouve qu'en 2025, il y a une actualité, il y a quelque chose qui est inspirant. Il y a un courage là-dedans. Il faudrait éviter d'avoir cette essentialisation de Jeanne d'Arc sur le récit nationaliste de repousser les étrangers, parce qu'il y a quand même une instrumentalisation qui est faite d'elle. Et tu parlais de cancel culture, toi, tout à l'heure. Oui, finalement, c'est pas la gauche qui cancel, c'est plutôt la droite qui, finalement, efface une partie de l'histoire pour en faire un récit nationaliste. C'est aussi ça que tu voulais moi, j'ai souvent constaté ça, que la soi-disant cancel culture que notre camp, on va dire notre famille au sens large, pratiquerait, en fait, ce sont nos adversaires qui la pratiquent, en effaçant notamment un acteur majeur, le peuple, les mouvements populaires. Regarde un peu dans toutes ces émissions, souvent j'évoquais Stéphane Bern, Franck Ferrand, Laurent Deutsch, etc. Ils nous parlent de beaucoup de choses, mais le peuple comme acteur, avec ses mobilisations, avec ses combats pour plus de justice, contre la fiscalité injuste, contre le pouvoir qui abuse de sa puissance et tout, toutes ces luttes populaires, et il y en a beaucoup au fil des siècles, sont totalement effacées. C'est eux qui cancellent en vérité. J'évoquais un personnage que j'aime beaucoup parce que j'aimerais défendre sa mémoire, ou le fait qu'il soit mieux connu, Jean-Baptiste Belay, qui est le premier député noir issu de Saint-Domingue, qui est devenu Haïti, qui en 1794 participe en février 1794 à la séance qui abolit l'esclavage. Un homme qui avait été esclave, etc. Bon, pourquoi il est effacé? Parce que c'est un homme noir. Bon, c'est intéressant, le premier député noir. Il y a un tableau de lui de Girodet actuellement qui est à Versailles, qui est peu vu. Ce tableau où il est représenté en tenue de député avec écharpe tricolore, un homme à la peau noire, pourrait être montré avec plus de lustre, si je puis dire, à l'Assemblée nationale. On pourrait faire un film sur lui, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'on comprenne que notre histoire nationale, elle est plus large que ce qu'on veut le dire. Et ceux qui pratiquent la cancel culture, c'est ceux qui ne parlent jamais des femmes, ceux qui parlent jamais des Noirs, par exemple, alors qu'ils font depuis des siècles, c'est notre histoire, c'est une partie évidente de notre peuple. Bon, et ça peut être intéressant, parce que je le répète, la bataille culturelle autour de quel est notre récit national, et il faut un récit national, c'est quoi? Je veux dire, on a vu dernièrement qu'il y a des sujets qui sont encore brûlants, qui sont de la colonisation, de l'Algérie. On voit bien que tout ça, cet imaginaire, il est réactivé. La Kanaki aussi. La Kanaki, évidemment, tous les moments de colonisation de notre histoire, dans lequel il y a des blessures qui ne sont pas réparées. Et moi, je pense que l'apaisement et la paix, parce que c'est ça le but, ça passera par le fait de se transmettre une histoire qui n'oublie personne, qui rétablit, et qui, évidemment, transmet les zones d'ombre. C'est pas le sujet, mais il y a quand même des moments lumineux dans notre histoire nationale. On est un pays qui, souvent, à travers bien sûr la Révolution française, mais pas seulement, a apporté des réponses un peu universelles à des problèmes du monde entier. Ceux de dire qu'une société doit se construire sur la liberté, la légalité, la fraternité, une déclaration des droits de l'homme universelle, etc. Bon, c'est des sujets sur lesquels on a été un peu en pointe. Il y en a après, sur les femmes, on n'a été pas toujours les plus... Bon, enfin voilà, tu comprends l'enjeu. Ouais. Tu parlais d'apaisement, on est dans une situation politique assez tendue, même à gauche en ce moment, même localement ici à Orléans. Tu es venu en soutien, toi, de l'Alliance Maintenant Orléans, ici, qui est une alliance de gauche. Est-ce que tu auras un message aussi pour rappeler l'unité qu'on doit avoir dans cette période aussi particulière? Parce que toi, quand tu as quitté la France Insoumise, ça a été un peu difficile en termes d'ambiance, et même ici aussi, il y a quelques tensions. Est-ce que tu auras un message pour rappeler qu'il faut lutter ensemble et arrêter les divergences comme ça? Ouais, écoute, je pense qu'on vit un moment exceptionnel, inédit dans l'histoire de France, et en particulier depuis 1945. Hein. C'est tout le paysage politique qui est nouveau. L'extrême droite est à plus de 30% aux dernières élections européennes, et des études d'opinion nous disent
on peut ne pas les croire, mais je pense qu'elles disent quelque chose qu'il faut regarder, qu'à la prochaine élection présidentielle, si on additionne les 3 candidats d'extrême droite, je pense à Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen ou Jordan Bardella, c'est à près de 45%, dès le premier tour. Moi, je pense que c'est un moment où il faut prendre la mesure de la situation et notre stratégie doit correspondre à cette nouvelle période. Moi, je suis un partisan de ce qu'on a fait avec le nouveau Front Populaire, ce qu'on a fait avec la NUPES. On s'est rassemblé toute la gauche de François Hollande, et sinon on va laisser Mitterrand de côté. François Hollande à Philippe Poutou aux élections législatives. On a interviewé François Hollande il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Bon, voilà, très bien. On comprendra que c'est pas ma tasse de thé, mais enfin bon, voilà, on a réussi à faire cet arc de force. Et c'est ça qui a permis de faire une dynamique quand même qui a amené à ce que la coalition fait comme ça au bricolage après des européennes un peu tendues. On est arrivé en tête. Il faut qu'on fasse la même chose à l'occasion de l'élection présidentielle. Il faut qu'on ait un candidat commun pour s'assurer qu'on a l'un d'entre nous qui soit au second tour. Et on peut l'emporter. Ça, il faut arrêter donc le sectarisme. Et ça, il faudrait que ça se décline aussi aux élections municipales, qu'on évite la grande baston, en particulier dans les villes de droite. Voilà, si on veut... Comme ici, bah, je crois, enfin moi je suis pas un spécialiste. Nous payons le prix du sang au Mali. Vous avez sur un sujet qui est connexe, c'est les ordonnances pour quitter le territoire français, les fameuses OQTF des étrangers qui doivent être expulsés parce qu'ils n'ont aucune raison, ils ont épuisé toutes les voies de recours dans notre pays. Bien, on a notamment des Maliens. Non, mais j'ai compris qu'on était de droite. Bah, après, je fais pas la leçon, bah, je veux dire, je laisse des copains sur le terrain de juger, mais la manière dont je vois les choses, c'est face à la droite qui quand même a l'air d'être un peu implantée. Bon, les divisions au premier tour où on cherche à expliquer aux électeurs que machin c'est un traître, que bidule et tout, bon, la grande division, ça fait gagner nos adversaires. Donc, faut avoir un peu la gravité du moment dans lequel on est, dans le respect de chacun, évidemment. Moi, je suis pour l'alliance, y compris de la France insoumise, évidemment, au Parti socialiste, ou même plus largement, sans sectarisme, unité. Ok, et ben merci Alexis, Merci à bientôt. Merci.